Salut à tous, bienvenue sur Fréquence Légion. Alors qu'est-ce que c'est que Fréquence Légion? C'est tout simplement une émission qui veut mettre en avant Star Wars Légion exclusivement. Et pour ce faire, eh bien, je me suis entouré de la meilleure équipe associative à ce jour, à savoir l'Iron Squadron. Donc salut les gars. Alors on commence par qui? Salut. De gauche à droite. Donc en bas à gauche, vous avez Poups. Salut Poups. Salut Guy, ça va? Merci de nous accueillir sur ta chaîne. On est ravis d'être là pour pouvoir parler de notre jeu préféré. Non, voilà. C'est quoi ton jeu préféré? Ah, Star Wars Légion en plus. Ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est bien fait. Au direct, c'est fait exprès. Bah moi je joue à Star Wars Légion depuis début 2023 à peu près. D'abord un peu en casu et puis j'ai vite eu envie de jouer plus, donc je me suis lancé dans les tournois et avec un peu de méfiance au début, connaissant un peu les scènes compétitives d'autres jeux où l'ambiance n'est pas toujours hyper agréable, et Star Wars Légion m'a conquis parce que globalement l'ambiance est toujours au top. C'est un jeu avec une communauté assez incroyable. Voilà, et je joue de plus en plus et me voilà aujourd'hui. Bah, c'est ça, si t'en es là encore aujourd'hui, voilà. Si tu viens dans l'émission, je pense que du coup le jeu continue à te plaire. Il est sorti quand Star Wars Légion, la première vidéo, je me rappelle plus. Enfin la première fois mars qu'on a... 2018. Nico pourra en parler mieux, je pense. Mars 2018. Ouais, 7 ans quand même. Je me rappelle, j'avais fait la vidéo avec Nico Fussoir qui à l'époque s'occupait de FFG, tout ça. Ah oui. Et on avait fait une des premières vidéos. Une des premières vidéos Star Wars Légion quand même, hein, donc voilà, on continue. 7 ans plus tard, on est toujours là. Et ben Nico, justement. Donc oui, moi effectivement, joueur, donc les Chai, joueur vétéran de Légion, puisque je suis là depuis le tout début. J'ai pas commencé en mars 2018, j'ai commencé en août 2018, mais en tout cas, voilà, j'étais là dès le début du jeu. 7 ans après, comme tu disais, on est toujours là, toujours la flamme. Je le trouve toujours aussi fun, aussi intéressant. Des sorties régulières, donc bon, il y a eu des hauts et des bas, mais là on est plutôt sur une stabilisation. Il y a eu des hauts et des bas, il y en a encore un peu, mais effectivement le jeu est en bonne santé, donc c'est top. Et à nouveau merci à toi de le remettre en avant sur ta chaîne. Pas de souci, hein, au contraire. Hein. Et on a Pépito. Et bonsoir à tous, moi c'est Pépito, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans que je joue au jeu. Joueur République devant l'éternel, comme on dirait. Moi, c'est ma faction de cœur. Je joue que ça. Je connais pas que ça, mais je joue que ça. Et je suis aussi un passionné des règles. J'adore me prendre la tête avec les règles, les petits points de règles. Et voilà, donc je à la fois joueur et surtout aussi arbitre, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites dans le jeu. Donc j'aime beaucoup les règles et c'est mon dada. Voilà. Ok, donc c'est le pinailleur de la bande. Ouais, un peu. On peut dire comme ça. J'utilise pas trop ça, mais là ça me va comme terme, je prends là. Tu prends? Ah bah c'est voilà, carré, très bien. Donc l'Iron Squadron, c'est une association? On est en fait un collectif de joueurs de Légion avant tout, mais d'orgas de tournois. Tous les trois, là on est des organisateurs de tournois dans nos régions respectives, voire même au-delà de nos régions. Pépito et moi, on est organisateurs et arbitres aussi sur le championnat de France, et on a pour but de mettre en avant le jeu via l'organisation d'événements. Alors surtout des tournois, mais ça peut être aussi éventuellement on peut représenter le jeu sur des festivals en faisant des démos ou dans des assos. Il suffit juste de nous contacter, de nous demander. On va essayer de trouver le membre le plus proche. Bah ouais, non mais c'est ça. Et puis on l'envoie en mission. Alors Lille, c'est pas forcément l'endroit le plus proche des autres endroits de la France. Hein. Non, c'est vrai. Mais la Lecce Mobile, elle est toujours au taquet s'il faut, il n'y a pas de souci. On est à ce jour, je crois, 25 ou 25-30 membres, je sais plus, j'ai plus le dernier décompte. Donc tous organisateurs de tournois, tous... Ouais, voilà. Ouais. Voilà, donc moi je suis le trésorier, il y a Martin Neuchaussette qui est connu de la commu, qui est le président. Et après on a nos membres actifs ici présents, donc Pépito et Poups. Ok. Voilà, c'est-à-dire que l'association, c'est le stade supérieur d'investissement, c'est-à-dire que nous, on s'est tous mis à organiser des tournois parce qu'on a envie que la communauté vive et que le jeu vive. Le cran au-dessus, ça a été de s'organiser autour d'une structure associative pour se donner un cadre et pouvoir se coordonner, notamment, en fait. Si vous voulez nous rejoindre pour parler du jeu organisé, des tournois, et que vous êtes organisateur de tournois, on a une page Facebook, un site Discord, et on a depuis aujourd'hui un blog qui a été mis en ligne par Poups et Martin pour discuter un petit peu de l'actualité du jeu, des tournois et de tout ce qui se passe en France aussi à propos de Star Wars Légion. Voilà, donc si particulièrement moi j'ai envie d'organiser un tournoi Star Wars Légion et je sais pas trop
trop comment faire, je vous contacte et vous allez m'aider en me donnant des conseils, voire même se déplacer pour amener un arbitre. On est d'accord ? Exactement, Si c'est ouais, pas on trop peut se loin. déplacer, Ok. on peut amener des moyens logistiques humains pour organiser tout ça sans Ok. problème. Super. Donc ça, c'est la structure Iron Squadron. Alors après, sur le jeu, maintenant, si on veut avoir plus d'infos sur le jeu, bon, bien sûr, il y a IGTV avec Fréquence Légion. Exactement. Le meilleur endroit, c'est pour avoir les infos, et c'est le Discord Star Wars Légion France, qui est très actif. On a même régulièrement des nouveaux membres qui viennent s'inscrire. Mhm. Il y a des pages dédiées à tous les différents tournois. Les rubriques des différentes factions du jeu aussi sont très actives en général. On a une section points de règles. Si vous êtes débutant, vous avez un petit souci sur une règle, n'hésitez pas, vous pouvez poster dessus. En général, dans les 3 minutes, il y a une réponse, parce qu'il y a toujours un membre de la commu qui est prêt à répondre à toutes les questions. Les aspirations pour la peinture Voilà, aussi, les gens qui partagent, Ouais, le côté communautaire. C'est un Discord qui s'adresse vraiment à tout le monde et pas uniquement à la scène compétitive. C'est l'endroit idéal pour prendre des conseils pour débuter, savoir par quelle boîte on commence, qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qui serait un mauvais achat s'il y en a. J'ai un doute sur une règle ou il y a une règle que je comprends pas. Je trouve pas la traduction française des règles. Toutes ces questions trouvent une réponse sur le Discord Star Wars Légion France. En fait. Donc bien évidemment, comme ça fait longtemps que moi j'ai pas fait un peu de vidéos sur Star Wars Légion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point, le bilan, l'état du jeu actuellement, parce que évidemment il y a eu des règles, alors vous le savez peut-être pas, mais il y a eu des règles qui ont changé récemment, le jeu a été repris aussi, il y a eu un petit changement de transmission de studio, et puis ça fait déjà quelques temps comme ça, donc on va refaire rapidement une sorte de visu pour quelqu'un qui connaît Star Wars Légion, qui a connu Star Wars Légion, ou qui voudrait se lancer pour voir un petit peu où on en est maintenant. Alors du coup, comme je disais en intro, le jeu a fêté ses 7 ans cette année. Il y a effectivement eu des hauts et des bas depuis. Donc au départ, c'était chez Fantasy Flight Games, c'était un jeu chez FFG, filiale d'Asmodée. Le jeu a globalement bien marché, en tout cas si on se base sur la commu mondiale et essentiellement aux États-Unis, ça marchait très très bien. Moi, En je trouve France, que ça a même mieux marché que ce que j'imaginais. Ouais, pour être tout à fait, moi transparent, aussi, pareil. parce que la première fois J'étais qu'on m'a assez présenté le sceptique. jeu, je me suis dit, ouais, ok, encore genre comment te fourguer de la cam sous prétexte que c'est du wargame. Et quand j'ai eu la présentation du jeu, j'ai fait, il y a un vrai jeu derrière. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai été surpris positivement. Alors que vraiment, je m'attendais vraiment à... Les premières figurines n'étaient pas forcément super sexy, mais le moteur de jeu d'entrée, j'ai senti que c'était quand même assez solide et en même temps fun, vraiment dans l'univers, enfin que ça collait bien à l'univers de Star Wars. Donc ça s'est passé de Fantasy Flight Games à Atomic Mass Games, donc une autre filiale d'Asmodée qui a récupéré en gros tous les jeux de figurines de la licence Star Wars. Sachant que AMG c'était un jeune studio d'une toute petite équipe et qui faisait essentiellement leur jeu à eux, c'était Marvel Crisis Protocol. Les 2 premières années où ils ont récupéré le bébé, c'était vraiment, ils ont essayé de rester un peu dans la continuité de ce que faisait FFG. On sentait qu'ils se mouillaient pas trop. Ils avaient pas mal de choses en réserve encore à sortir, donc ça c'est ce qui a été fait. En juillet 2024, on a eu la sortie du nouveau corpus de règles. Donc ce qu'on appelle un peu vulgairement la V2, mais elle est nomenclaturée V2.6. On a senti que c'était vraiment AMG qui s'accaparait le jeu. Donc il y a eu pas mal de gros changements. Alors est-ce qu'on peut avoir comme ça un petit bilan des changements majeurs qu'il y a eu entre justement la V1 et la 2.6 qu'on va appeler la V2 ? Alors les principaux changements, ça a été les changements d'objectifs du jeu, parce qu'en fait on a un jeu objectif. Donc là on a vraiment maintenant des objectifs principaux, secondaires, des avantages en fait. Ça c'est vraiment différent par rapport au jeu d'avant et ils sont vraiment changés complètement les objectifs. Les anciens objectifs ne sont plus les nouveaux. Donc ça c'est un gros changement. En gros changement, on a eu aussi un passage en nombre de points, c'est-à-dire qu'on avait un nombre de points d'armée en 800 points pour faire son armée et on est passé à 1000 points. Donc on a eu 200 points bonus pour faire son armée, donc une armée un peu plus populeuse. Achète plus de figurines. Toujours plus de figurines à acheter et à peindre et à monter, enfin pas dans ce sens-là, mais voilà. Et on a eu aussi une réduction, à contrario par contre, du nombre de tours de jeu. Parce qu'avant on jouait sur 6 tours plus un T0, et aujourd'hui on joue sur 5 tours plus un T0. Alors c'est même véritablement
4 tours et demi plutôt que 5 tours, parce qu'il y a un T1 qui est vraiment juste pour se déployer principalement. Donc voilà, là on a une réduction à la fois de l'augmentation du nombre de points d'armée et de réduction du nombre de rounds, ce qui fait que la partie, le temps de partie en fait c'est équilibré et on est à peu près aux alentours de 2 heures, 2 heures et demie pour un temps de partie moyen. Ok. Donc le T0, Voilà. c'est le moment en fait on va choisir sa mission avec l'adversaire en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en En fait, scénario, enfin dans le tournoi par exemple, c'est pas comme d'autres jeux où le scénario est fixé à l'avance et tout le monde joue la même chose. Là c'est vraiment en fonction de ce qui va être choisi par les joueurs et avec un système de sélection. Ok, donc effectivement c'est ça, c'est-à-dire que en fait tu vas avoir un moment où chacun a présélectionné un certain nombre d'objectifs primaires, un certain nombre d'objectifs secondaires. On n'a plus une simple mission mais un duo qui peut être qui va être différent à chaque partie, et avec un système d'aller-retour entre les deux joueurs, on va déterminer le mission primaire, la mission secondaire, et ensuite on va commencer le premier tour. On attaque direct dans le vif du sujet maintenant, c'est-à-dire qu'avant tu avais un déploiement où tu allais poser tes unités une par une, chacun de son tour. Maintenant tu joues tes unités, c'est-à-dire qu'elles rentrent avec un mouvement sur le champ de bataille et elles vont pouvoir tout de suite faire une deuxième action, potentiellement tirer. Et le jeu a gagné en dynamisme de ce point de vue-là. Les nouveaux scénarios ont apporté un vent de nouveauté, enfin que moi je trouve bienvenu et que j'ai beaucoup apprécié. Et le jeu est en fait beaucoup plus dynamique. Alors, on a perdu l'aspect scénario mobile. Avant, tu avais des scénarios comme otage ou récupération de ravitaillement, je crois que c'était, où tu avais les objectifs qui bougeaient, tu devais les récupérer et te déplacer avec et après les avoir saisis. Ça, c'est quelque chose qui a pour l'instant disparu. On espère que ça reviendra en partie parce que ils ont annoncé à venir l'année prochaine des nouveaux scénarios, mais pour l'instant c'est beaucoup plus statique. Il y a plus ce sont des objectifs statiques. Oui, c'est pas le jeu qui est statique, c'est l'objectif ne bouge pas. Oui, c'est ça que tu veux dire par statique. Exactement. Parce que si tu dis que Star Wars Legion c'est un jeu statique, je pense que là les gens vont pas être forcément d'accord. Non. Mais t'as plus cette dimension, je vais chercher un objectif, je en prends possession et je m'en vais avec. Ouais. Est-ce que du coup ça a été bien vu par les anciens joueurs ou pas? C'est quoi l'état des... Est-ce que vous avez une idée un peu du pourcentage de gens qui ont dit ok la V2 c'est pas pour moi, et au contraire de gens qui se sont dit ah bah en fait là je m'y retrouve plus et je me relance? Le changement de règles a fait que la commu a effectivement un peu changé. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait des joueurs vétérans qui s'y sont pas retrouvés du tout dans cette nouvelle version des règles, donc on les a un peu perdus de vue. Quelques-uns qui sont quand même revenus récemment, mais on en a perdu quelques-uns, et à contrario, il y a eu beaucoup de nouveaux, un peu par curiosité, où justement ils se sont dit que c'était l'occasion de se lancer, en constatant qu'il y avait cette nouvelle version des règles. On a pu le voir notamment sur le Discord, un afflux de nouveaux joueurs. Alors est-ce que c'est des nouveaux joueurs qui n'avaient pas de figurines, ou est-ce que c'est des anciens joueurs qui jouent en V1? Ouais. Il y a les deux. Des anciens, des gens qui disent ouais ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté, je m'y remets. Justement 2-3 ans ça correspond à peu près à la bascule vers AMG. Ouais c'est ça. Mais après des nouveaux qui disent carrément le jeu me fait de l'œil depuis longtemps. C'est l'occasion. Je me suis jamais lancé, je me dis que là c'est l'occasion. D'autant plus qu'AMG a annoncé des nouveaux starters qui doivent sortir cet été ou à la rentrée. Des starters cette fois-ci par faction. Ce sera plus des boîtes de base avec deux armées à l'intérieur. Est-ce que ces boîtes sont encore d'actualité? On peut les trouver encore, les boîtes de démarrage là de Star Wars Legion? Ça devient vraiment difficile parce qu'elles sont plus produites, donc c'est vraiment les tout derniers stocks. Qui restent des stocks de magasins. Est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer de récupérer ces boîtes là pour quelqu'un qui voudrait se lancer, ou vaut vraiment mieux attendre les nouvelles boîtes? Je pense que ça dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est de te mettre à ce jeu avec un copain ou avec ton fils ou avec ta femme, ou enfin peu importe, à deux, et de le découvrir en étant enclin, en acceptant le fait d'imprimer soi-même les cartes à jour qui sont disponibles gratuitement en print and play, je pense que c'est pas un mauvais achat. Si ton idée c'est de t'y mettre et potentiellement parce que tu as envie de beaucoup jouer, faire des tournois, peut-être que ça vaut plutôt le coup, si tu as besoin que d'une faction, d'attendre les starters qui vont sortir. Ça dépend vraiment de la typologie de joueur et de ton objectif, à mon avis. Les modélismes aussi qui est quand même important, parce que historiquement le début du jeu, donc les deux premières années du jeu, on était sur des figurines en plastique mou, quasiment préassemblées. En fait, il y avait juste les bras à assembler, et puis voilà.
On est passé au bout de 2 ans du jeu en grappe plastique. Mais ces anciens starters, en tout cas celui Empire Rebelle, c'est les anciennes figurines. Voilà, avec des sculptures un peu d'époque. D'époque comme si c'était il y a hyper longtemps, mais c'est vrai que c'est moins, c'est moins bien défini et surtout ça se travaille beaucoup moins parce que vous pouvez pas râper en fait la figurine pour enlever les lignes de moulage. Les progrès qu'ils ont fait sur les figurines en 7 ans, c'est effarant. Quand tu vois les dernières là, en termes de finesse et tout, c'est impressionnant. Donc voilà, si t'es un modéliste, un peintre pur, les anciens starters, pas forcément, parce que maintenant les nouveaux donc sont full grappe plastique. Et ces nouveaux starters qui sont annoncés à une centaine de dollars ou peut-être un peu plus, à voir. Il y a absolument tout dedans pour démarrer. Donc 600 points d'armée en figurine, les dés, les réglettes, tous les pions qu'il faut, les gabarits, les cartes aussi, ouais. Toutes les cartes, vraiment c'est clé en main. Et ce qu'ils ont fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé que chacun de ces starters, donc il y a 600 points d'armée dedans. Le format standard c'est 1000 points et 600 points c'est ce qu'ils appellent le format escarmouche, anciennement escarmouche, qui s'appelle maintenant... C'est Recon maintenant le terme. C'est Recon. Voilà, donc c'est 600 points, ce qui fait qu'avec un starter pour chaque joueur, tu peux jouer en format escarmouche, quoi, Recon. Ouais. Okay. Ouais. Pour se donner un petit avant-goût du jeu, c'est vraiment intéressant et on peut aussi, à viser, on va dire, compétitive ou voir un jeu plus grand, prendre 2 starters, avoir un... Bon, il y a le personnage dedans unique qui sera en double, qu'on pourra pas jouer en double, mais voilà, mais avec le reste dedans et faire une armée à 1000 points qui tient la route, qui nous donnera les sensations du jeu telles qu'elles doivent être et vraiment, voilà... pour une somme qui est, alors ça reste cher, c'est un loisir qui coûte cher, mais par rapport à d'autres jeux de figurines, on a le prix d'entrée est vraiment plus que correct, et il y a tout ce qu'il faut dedans pour jouer. Enfin, il n'y a pas besoin de racheter un bouquin à gauche à droite ou n'importe quoi. Il y a vraiment tout dans la boîte pour jouer et se mettre à jouer directement. Mis à part les décors, parce qu'on est quand même un jeu où il y a beaucoup de décors. On aime ça, les beaux décors et compagnie. Donc mis à part les décors, mais on peut improviser avec ce qu'on a à la maison. Mais dans la boîte pour jouer, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, l'état du jeu, on en est là. Ça fait donc 1 an que les règles sont sorties. On a senti que pendant 1 an, on a un peu servi de bêta-testeur pour AMG. Ouais. Mais c'est peut-être pas plus mal, non pour, Oui. Plutôt que d'imposer et de dire, voilà, les règles, c'est ça, nous, on sait faire. Moi, je trouve que j'apprécie en fait le côté qu'AMG se mette un peu en retrait et viennent pas tout de suite en disant, tu vois, genre marketingement, c'est à nous. Donc, les règles, c'est comme ça maintenant. Si ça vous plaît pas, entre guillemets, partez, quoi. Et que plutôt, ils sont là en mode, on va essayer de faire une transition en douceur. On va essayer à un moment d'y mettre notre grain de sel parce que c'est quand même nous qui allons faire les règles. Donc, on va avoir une orientation qui est forcément différente parce que c'est pas la même équipe. Mais on va essayer vraiment de respecter l'esprit du jeu et de l'améliorer plutôt que de vouloir changer pour changer, quoi. Ils se sont à la fois appropriés le jeu tout en gardant, je pense, l'essence du jeu qu'il y avait depuis le début. Ils ont apporté leur petite touche. On sent la touche Marvel Crisis Protocol et plus récemment Shatterpoint aussi. Il y a certaines règles qui se recoupent, notamment justement les objets statiques, mais même aussi qu'il y a certains petits points de règle. Mais voilà, maintenant c'est leur jeu. On sent vraiment que c'est leur version. Ils se le sont appropriés. Ils passent la seconde. Donc il y a les packs de cartes mises à jour qui vont sortir cet été. Donc jusqu'à présent, on était en print and play, c'est-à-dire qu'il y avait des PDF disponibles sur leur site où on a accès à tous les profils de jeu. Et surtout, et moi je mets beaucoup d'espoir là-dedans, donc ces fameux starters qui sortent à la rentrée, enfin septembre ou octobre. Un starter Empire, un starter Rebelle, un starter République, un starter CSI. Séparatiste. Déjà, cet afflux de nouveaux joueurs un peu curieux qui arrivent sans tout ça, je me dis que c'est de très bon augure pour la suite, parce qu'une fois qu'on aura vraiment ce matériel qui permet de jouer des figurines qui sont en rupture de stock depuis des années, et puis tout ce qui a été annoncé aussi sur les 2 ans à venir, c'est un redesign de toutes les anciennes figurines, plus des nouvelles, d'ailleurs, il n'y a pas que du réchauffé. Donc ça, c'est super pour les nouveaux joueurs. Donc mes Snowtroopers qui dorment depuis 5 ans ou 6 ans dans une boîte en mode pas fini, ça sert à rien que je les termine, quoi. J'attends que les nouveaux sortent. Ouais, il y a eu un petit intermédiaire, on a pu en revoir, c'est quand ils ont sorti les fameuses Battle Force. Ah oui, les Force Blizzard, là.
Ouais, voilà. Ils Elles avaient étaient bien, ces remis boîtes, dedans des figurines qui étaient introuvables ailleurs, donc notamment les Snowtroopers. Et ces boîtes, elles sont encore disponibles facilement ou c'est compliqué? On les trouve en boutique. Moi, j'en vois On les trouve encore. en Ouais. boutique. Pareil, je pense que ça va plus être produit, donc Ouais. c'est les Mais derniers est-ce que ça, stocks. c'est pas un bon choix intermédiaire pour quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant, en fait? Et ceux-là, Ah bah, c'est même encore mieux que les starters à la limite. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, si tu veux vraiment te lancer et avoir de la diversité, tu peux même te prendre le starter, pour avoir une armée en 1000 points, je parle, hein. Vraiment le starter et une boîte de Battle Force. Et une Battle Là, Force. t'as vraiment une variété de figurines plus importante que pendant double starter. Après, l'inconvénient des Battle Force, c'est que dedans, tu n'as pas les réglettes, pas les dés, pas les cartes de scénario et compagnie. Donc ça peut être un petit frein, mais qui est compensé par le fait que tu prennes un starter. Et du coup, voilà, ce qu'on conseille des fois souvent là en ce moment, c'est de se dire pour un nouveau joueur, bah il peut prendre une Battle Force plus un nouveau starter quand ils vont sortir. Donc là d'ici l'été, la fin de l'été, l'automne, pour vraiment. Et là tu te mets bien et tu auras des variétés de listes d'armées ou de compositions à faire indéniables, quoi. Les règles spécifiques des Battle Force, elles sont jouables maintenant ou pas? Oui. Oui, encore, Oui. ouais. Elles ont même Oui, été mises à jour. Elles ont été aussi mises à jour par l'éditeur du jeu pour coller justement aux nouvelles règles, parce qu'il y avait des petits trucs qui étaient un peu qui avaient une collision avec les anciennes règles. Donc là, tout a été remis à jour, disponible en téléchargement. Ça a été aussi traduit par la communauté en français pour les anglophones. Mais voilà, tout est jouable. Ouais, et elle se joue bien en plus. Elle se La joue- 500 il y a- game, c'est très jouable. Ouais, il y a peut-être la Remnant qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a une figurine qui est partie qui va revenir, mais globalement toutes les autres Battle Force sont vraiment plus que jouables. Quand Pepito parle des traductions françaises, c'est des traductions auxquelles vous avez accès facilement en rejoignant le Discord Star Wars Légion France, puisqu'on a un salon justement qui est destiné à réunir tous ces documents qui ont été soit traduits officiellement, soit traduits par la communauté. Et voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et aussi sur l'état de la communauté, je pense que c'est important de dire que l'afflux de nouveaux, il est peut-être aussi dû à cette roadmap sur 2 ans d'Atomic Mass Games, qui donne de la visibilité. On s'est tous un jour mis à un jeu avec beaucoup d'enthousiasme pour qu'il s'arrête quelques mois après. J'ai en tête Guild Ball, j'ai en tête Harry Potter Miniature Adventure Games. C'est hyper frustrant de se mettre à un jeu et de se rendre compte qu'il n'est pas suivi par l'éditeur, qu'il s'arrête, qu'il disparaît presque, et que la communauté s'effondre. Là, c'est pas le cas avec Star Wars Légion, grâce notamment à cette roadmap. On sait qu'on a au moins 2 ans, et donc bon, évidemment on aura plus puisqu'ils vont pas investir autant dans un jeu pour s'arrêter dans 2 ans. Donc le jeu repart de plus belle grâce à cette nouvelle version et cette roadmap. Ouais. Et je pense que c'est pas étranger au fait qu'on ait beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent sur le Discord. Il y en a tous les jours en ce moment, hein, des nouveaux qui arrivent sur le Discord. Et on parle d'un Discord qui réunit déjà 1800, 1600 700, je dirais, ouais, personnes. Mais moi, j'ai Voilà, senti ça c'était, aussi. J'ai je senti voulais qu'il rebondir là-dessus. y avait un renouveau. Moi, mon expérience très personnelle du jeu, c'est que moi j'ai commencé dès le début parce que bah voilà, Star Wars pourquoi pas. Et puis quand tu testes le jeu, tu fais ah ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait le jeu il est vraiment intéressant. Et moi Star Wars Legends, je vous le dis souvent, c'est un jeu où comment le dire autrement que j'aimerais que 40 000 ait les règles de Star Wars Légion parce que je trouve que les règles de Star Légion sont vraiment exceptionnelles. Après bon, quand on aime l'univers 40 000, moi j'étais bercé dans 40 000 depuis assez longtemps, donc je préfère vraiment les mécaniques de Star Wars parce qu'il y a ce côté, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'activation alternée évidemment, donc c'est-à-dire que vous jouez une unité, l'adversaire joue une unité, et il y a, alors c'est assez subtil, on ne va pas trop rentrer dans les détails non plus, mais il y a vraiment un mind game sur se dire qu'est-ce que l'autre va faire, et c'est beaucoup plus de la tactique de jeu, c'est-à-dire vraiment agir sur ce qui se passe dans la partie, plutôt qu'un gameplay plus sur du méta et un déroulé de liste, où vraiment il y a beaucoup de préparation de liste, et après sur table, vous déroulez votre plan. Si ça se passe bien, tant mieux, mais si ça se passe pas, bah, gros, tant pis. Alors que Star Wars Légion, moi, ça m'a jamais fait cet effet-là. C'est vraiment de la tactique. Le gars, il a beau avoir, justement, je parlais tout à l'heure, hors caméra, de Yoda qui faisait de la magie, qui balançait des pions partout et que c'était trop la folie. C'est pas ça qui fait la game. Ce qui fait la game, c'est le petit soldat qui est à côté de son pion objectif et qui le prend et qui score. Et Yoda, il a beau faire le fifou et tuer la moitié de troupes en face, il reste le soldat qui capture le pion objectif, et ça, c'est la tactique. Et moi, ça me plaît vraiment beaucoup, en fait. Donc, et puis là, je pense que cette roadmap, elle est bienvenue parce que
voyez, il y avait des choses, moi, je me rappelle le Grevious à moto, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on me l'a présenté, et je me dis, ah cool. Et puis en fait, tu as l'impression que ça fait 2 ans au moins que ça a été présenté, non? Au moins une bonne année, ouais, sûr. Ouais. Ouais, une bonne année. En Alors, fait, peut-être- et là, à la Adepticon, ils ont montré un peu plus. ouais, il y aura donc, les soldats sur moto. Et aussi. il y a surtout les fameux profils customisables. Ça aussi, ça va apporter un vent de fraîcheur, je pense, au jeu qui va être bienvenu. Donc ça concerne les officiers impériaux, le commandant clone par exemple, même les Jedi aussi. Ça va être un profil où on pourra, déjà en termes de modélisme, la figurine, il y aura C'est-à-dire qu'il y a plusieurs bras, plusieurs têtes. Ouais. Et qu'on pourra retrouver aussi dans le jeu. Donc on pourra vraiment améliorer son profil à la carte, quoi. Donc des petites cartes d'amélioration pour rajouter des petits effets de jeu, des petits trucs sympas. C'est que l'idée, c'est de s'incarner un peu dans le champ de bataille et d'avoir un personnage qu'on a créé et qui est censé être pas le même que celui d'à côté. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Bon. Après, ça, c'est sur le papier. On peut imaginer que le méga méta, il y aura toujours les. Mais bon, ça, c'est dans tous les jeux. Mais en tout cas, si on veut se faire plaisir, en modélisme, etc., là, on s'adresse vraiment des gens qui veulent se faire plaisir ou être dans le narratif. Ou même, tout simplement, faire un personnage qui n'est pas créé, que tu as vu dans la série Clone Wars. Tu t'es dit, ah tiens, je veux jouer, je sais pas, tel personnage que j'ai vu dans un seul épisode et qui meurt. Bon, ben voilà, il n'y a pas cette figurine. Là, tu peux dire, allez, je le peins comme ça, je fais ma conversion et je le joue, quoi. Alors maintenant qu'on a un peu de recul d'expérience, parce que ça fait 1 an que vous jouez avec cette V2 V2.6, comment vous le sentez? Est-ce que c'est cool? C'est vraiment mieux qu'avant? Est-ce qu'au final, on est sur peut-être quelque chose de transition et vivement la V3, ou comment vous le sentez? Bah, on sent vraiment qu'ils ont voulu apporter leur patte au jeu en changeant un petit peu l'esprit du jeu, où avant on pouvait dans le jeu passer 3-4 tours dans ses lignes à faire piou-piou sur l'adversaire et au dernier tour rusher pour marquer les points. Et là en fait le jeu est devenu beaucoup plus dynamique. On est presque obligé, entre guillemets, de marquer des points rapidement, parce que sinon l'adversaire va prendre trop d'avance qu'on pourra jamais rattraper, donc on est vraiment obligé d'avancer sur la table, de prendre position, de jouer plus l'objectif que la poutre, la létalité, et dire ouais, je t'ai écrasé, j'ai trop fort. Voilà, on est obligé vraiment, par rapport à ce que c'était avant, de dire j'ai des points à marquer, faut pas que j'oublie de les marquer, parce que sinon je vais être trop à la bourre et la partie elle peut être pliée en 3 tours parce que j'ai pris trop de retard au point, quoi. Donc je trouve que et même la communauté au sens global, que le jeu est beaucoup plus dynamique qu'avant, et ça s'est ressenti au niveau de l'étape de jeu, dans les unités qui ont été amenées à être jouées, qu'on voyait un peu avant, mais pas trop, qui sont des unités beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rentre dedans, parce qu'il faut que j'aille chez l'adversaire scorer, ou le bloquer chez lui pour pas qu'il avance marquer des points. Donc là, vraiment, le côté plus stratégique et tactique que la poutre, je lance mes dés et je te fais des dégâts. Alors ça joue quand même toujours un peu, mais vraiment le dynamisme, moi, mon ressenti, c'est vraiment beaucoup plus agréable de ce point de vue-là. La nouvelle version que l'ancienne. Voilà. On sent qu'ils ont voulu apporter ça, et à mon sens, c'est plutôt réussi. Je sais pas ce qu'en pense Poups par exemple, ou Nico, mais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, et il y a quelque chose qui a changé, c'est que alors, ce que certains vétérans appellent des tricks, quand ils disent que les tricks ont disparu, je suis pas du tout d'accord avec ce postulat. Par contre, il y a des auto-wins qui ont disparu. Aujourd'hui, tu fais une armée en 1000 points. Avant, tu faisais une armée en 800 points et tu pouvais faire ce qu'on appelait un blitz, c'est-à-dire que tu dépensais pas tous tes points pour pouvoir imposer ton deck de mission à ton adversaire. Et t'avais des combos qui étaient auto-win. On parlait tout à l'heure du scénario récupération de ravitaillement. Récupération de ravitaillement, il y avait une caisse centrale. Tu jouais Cat Bane, tu jouais sa pipe 3. Alors, je veux pas rentrer trop dans les détails de règles, mais en gros, tu pouvais l'infiltrer à côté de la caisse. Tour 1, tu le faisais popper à côté de la caisse, tu récupérais la caisse, tu te sauvais. Globalement, t'avais gagné. Alors, il y avait des contres, évidemment, mais ce genre de petits auto-wins ont disparu. Mais le jeu reste subtil quand même. C'est juste que tu ne peux plus forcément escroquer, mais gagner contre ton adversaire juste parce qu'il connaissait pas cette façon de jouer le personnage, et il peut pas y répondre. Si tu le connais pas, tu peux pas y répondre. Ça a disparu. Et le jeu reste intéressant et plus dynamique, comme disait Pépito. Et moi, je m'éclate. Hein. Je m'éclatais déjà avant, mais je m'éclate toujours autant, si ce n'est plus. Voilà.
Bah, et puis ça a aussi rebattu les cartes des factions, parce qu'il y avait des factions qu'on voyait peu, parce que trop fragile, trop ceci, trop cela. C'était quoi les factions qu'on voyait peu, par exemple? Les rebelles. Les rebelles, c'est Rebelles, pas. c'était pas Quand tu top. jouais rebelle, rebelle, tu souffres un petit peu dans l'ancienne version. Fallait que tu te planques toute la partie pour tenter de faire un truc, et voilà, mais t'étais hyper fragile. Et là, en fait, ils ont mis des mots-clés en plus sur les unités, et le jeu, ils ont changé des règles de couvert et compagnie, enfin, qui font que les rebelles, c'est une armée qui était très fragile avant et qui est plutôt assez résiliente maintenant, avec des couverts un peu partout, des pions esquives qui pop de partout, des personnages qui ont été bien boostés et qui ont vraiment une présence sur table assez importante. Et donc ça a rebattu un petit peu. Et puis alors, on voyait une prédomination de l'Empire, on n'en pouvait plus. Alors on vous aime, hein, joueur de l'Empire, mais Quelle belle armée. quelle belle armée. Voilà, c'était l'Empire. Aujourd'hui, l'Empire, bon. C'est plus Ils compliqué. mangent un peu leur pain blanc, ouais, c'est waouh, c'est un peu poussif. Alors c'est toujours dommage dans un jeu où il y a entre guillemets que 4 ou 5 factions, d'avoir une faction qui est un petit peu en dessous, surtout quand tu joues qu'une seule faction. Bon, ça va probablement changer là avec des petites mises à jour qu'il y a eu très récemment. Donc du coup, c'est plutôt bien de rebattre les cartes et de pas se dire, pendant 6 mois on mange de la méta empire, ok, c'est pas plaisant à jouer. Là au moins, il y a des ajustements. Mis à part les ajustements tous les 6 mois, il y a aussi des micro-ajustements qui font que des fois tous les 3-4 mois, paf, il y a un petit truc, une nouvelle unité qui sort, qui apporte de la fraîcheur à la faction, qui s'adapte aux nouvelles règles et qui, hop, redonne un petit boost à la faction. Et là, les rebelles sont passés de fond de tableau vraiment pénible à jouer à maintenant pénible à affronter, parce que c'est quand même fort, hein, ces petits salopards de terroristes. On n'est pas trop content de les voir en face, quoi. Mais c'est bien parce que ça rebat les cartes et ça c'est vraiment cool par contre. Mais la méta de Légion, elle a jamais été figée, c'est ça qui est bien aussi. Depuis le début du jeu, ça a jamais duré plus de 5-6 mois, une méta vraiment au-dessus des autres. Grâce justement à la réactivité, donc à l'époque des FFG et puis maintenant MG, des ajustements de règles, des ajustements de points. Ils ont annoncé qu'ils feraient plutôt ça maintenant. Ils vont plus toucher au profil, ou très peu, le moins possible. Donc les profils vont rester comme ils sont, mais ils vont plus jouer sur les points. Donc diminuer ce qui n'est pas joué, augmenter ce qui est justement un peu trop représenté. Et éventuellement sortir des nouvelles petites améliorations ou des choses qui peuvent booster certaines unités un peu boudées. Et je trouve ça cool parce que, alors je vais parler du coup au niveau compétitif, mais en fait l'intérêt d'aller en tournoi, c'est ça aussi, c'est que il y a jamais de faction ou de liste d'armées qui va dominer pendant un an, quoi. Est-ce que tu peux avoir cette sensation de jeu où quand t'arrives, tu regardes la liste en face et tu dis bon ok t'as gagné? Si toi t'as bien construit ta liste, si elle est cohérente, si elle fait quelque chose, je pense pas que tu puisses te dire j'ai déjà perdu contre ça. Si t'as construit ta liste en ignorant volontairement un type de menace, ouais, un archétype. Si t'as volontairement ignoré un archétype et que tu tombes contre, ah oui, mais si tu l'as pas fait, si t'as une liste équilibrée, je crois pas, non. Ouais. Chaque armée peut plus ou moins avoir sa némésis ou au contraire être forte contre une autre, mais il y a pas de partie perdue d'avance où t'arrives, tu regardes, tu dis bon on va pas la jouer parce que de toute façon j'ai aucune chance. C'est très rare. Il peut y avoir quelques cas, mais c'est vraiment très rare. C'est à la marge. C'est si le mec il a une sale tête en face et qu'il soit mauvais quoi. C'est ça. C'est plutôt que t'as quelques joueurs en tournoi, pour parler des tournois, t'as quelques joueurs extrêmement forts, extrêmement doués, quelle que soit la liste qu'ils jouent, qu'ils ont bien monté, et quelle que soit la liste que tu joues, même si tu l'as travaillé, t'as parfois peu de chances de gagner. Mais c'est plus lié au joueur qui est bon que à une liste qui serait imbattable. Ouais. Voilà. Ok. Mais ça c'est pas mal. Moi c'est ce que j'aime dans les jeux, c'est que c'est la prime aux joueurs plutôt que la liste en fait. Moi les parties où tu les gagnes sur la liste, ça m'a jamais kiffé. Ça me rappelle trop de mauvaises expériences de Magic où tu dis mais c'est quoi l'intérêt de jouer quoi. C'est l'impression qu'on a eu un peu avec la Battle for Seawalk là, où quand la 14 ou 15 Acti elle est sortie, on s'est dit c'est la liste qui fait tout. Et on s'est rendu compte que en fait non, parce que dès que d'autres joueurs un peu moins expérimentés testaient cette liste, ils n'avaient pas du tout les mêmes résultats que notamment le champion de France qui a gagné avec cette liste.
Si vous voulez plus de détails, d'ailleurs, il y a une vidéo d'interview avec lui, justement, et l'équipe de France, Voilà, de France ouais. championne du monde de Star Wars Légion. Donc, je vous mettrai le lien aussi, comme ça, vous aurez tous les détails de cette fameuse liste Ewok. Donc c'est quand même le joueur avant tout qui fait que ça gagne. Ouais. Quoi. Donc, on parlait des roadmaps. Là, du coup, vous avez les roadmaps à l'œil. Donc, ce qui est bien, c'est que il y a quand même énormément de choses. Enfin, quand tu vois tout ça, tu peux pas te dire que le jeu il va mourir. Tu vas pas te dire que l'éditeur il va mettre 40 boîtes, 50 boîtes, si c'est pour dire le jeu, on n'a pas envie d'y croire. Donc, si vous vous posez la question en disant ouais, je sais pas, Star Wars des gens, je sais pas, ça a changé d'éditeur, je sais pas. Il y a beaucoup de jeux qui périclitent, je sais pas. Là, à mon avis, rien que ça, comme on disait tout à l'heure, c'est un gage que ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant là ? Qu'est-ce qui a été entendu ? Bah c'est ça, si tu regardes là, entre le 4e trimestre 2025 et l'année 2026, on a, enfin sur les 3 premiers trimestres 2026 en tout cas, on a plus d'une quinzaine de références qui sont réimprimées. Donc les ruptures de boîtes qu'on a connues et qui ont pu freiner certains et qui étaient dubitatifs sur l'avenir du jeu, bah là il y a plus de risque. On voit qu'ils ressortent tout et qu'on va pouvoir se procurer absolument tout et ils ont le bon goût de pas le faire par faction. C'est-à-dire que si tu regardes par exemple le 4e trimestre 2025, t'as des Arc Troopers et des Wookiees qui vont pouvoir être joués en République et les Wookiees aussi en rebelle, mais t'as aussi un véhicule CSI, un véhicule Empire, un véhicule République. C'est varié, tout le monde va y trouver son compte et petit à petit on va pouvoir se reprocurer absolument toutes les références qui étaient sorties jusque-là en fait. Alors, qu'on soit bien d'accord, Et là, en fait, ça va être la même sculpture et la même grappe que ce qu'il y avait avant. Ce qui va changer, c'est juste la boîte et à l'intérieur, le contenu des cartes. C'est ça ? Autant que je le sache, oui, c'est-à-dire que ce qu'ils ont ressorti là pour l'instant ces dernières semaines, par exemple les B2 en CSI ou les Géonosiens, ce sont les mêmes sculptures. Il y a plus de grappes à l'intérieur des troupes parce que maintenant on peut les jouer en squad, c'est-à-dire qu'on peut doubler leurs effectifs pour avoir des unités plus grosses qui viennent des règles particulières. Enfin, bon, on va pas rentrer dans ce genre de détails. Je ne suis pas certain qu'ils en profitent pas pour faire des resculpts de certains trucs. Ça, Par exemple, là, en 2026, bon, si tu regardes au Q1, les Dark Troopers, les Ewoks, tout ça, c'est très récent. Donc ça, ce sera juste un repackaging avec la nouvelle charte graphique. Par contre, le Q2, tu vois les Snow Troopers. Là, ce sera une nouvelle sculpture, c'est pas les anciennes. Oui, forcément, parce que là, ils vont pas ressortir des figurines PVC, on n'aura que du Ips. Voilà. Ouais. Donc là, c'est un mix des deux, en fait. C'est à la fois du repackaging de grappes existantes et des nouvelles sculptures. Mais par contre, c'est que et des puis, choses qui étaient déjà sorties, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans ces nouvelles boîtes de réédition, c'est qu'ils vont ressortir les cartes en multilangue. Donc on ce qui assure aussi une certaine, on va dire, pérennité au jeu, c'est-à-dire qu'on sera plus obligé de s'approvisionner en boîte en Angleterre et de se dire mince, j'ai des cartes en anglais, j'y comprends rien. En fait, tous les packs dans le monde seront tous les mêmes. Tu auras les cartes en anglais, en allemand, en français, en espagnol, dans chaque, un peu comme Shatterpoint qui est aussi un bébé d'AMG, où vraiment ils ont fait les packs multilangues. Donc il y aura plus ce souci de se dire je trouve pas ma carte en français, l'anglais j'y comprends rien. Et puis l'espagnol, voilà. c'est trop chaud. Ouais, l'espagnol c'est trop chaud, l'espagnol c'est facilo, mais voilà. Mais tu dis que tu peux trouver. Peu importe où tu arrives à trouver ta boîte, alors le mieux c'est chez votre vendeur local ou les boutiques, peu importe, en ligne. Ou le partenaire MyUniPlace qui en plus a le bon goût de faire 20% de remise sur les prix standards de Star Wars Légion. Il a encore pas mal de stock, il peut avoir des vieux trucs, donc ça peut être sympa de les récupérer. Et puis comme ça aussi, vous soutenez IGTV avec le lien partenaire, et ça, je vous dis merci. Et pour ce qui est de la roadmap qu'on est en train de regarder là avec les réimpressions d'unités, je voulais quand même pointer le fait qu'il y a aussi quelques semi-nouveautés, c'est-à-dire que par exemple au 3e trimestre 2026, vous avez Rookcast et vous avez Lord Maul. Lord Maul et Rookcast, c'est Maul et Rookcast qui sont jouables dans le collectif de l'ombre. Donc pour l'instant, on les trouve que dans la boîte de Battle Force. A priori, ils ont l'air de vouloir les sortir en boîte individuelle. Donc c'est des figurines qui jusque-là se trouvaient pas en boîte individuelle. Ça fait déjà un beau rayon quand même, quand t'as tout ça mis bout à bout. Oui. C'est quand même déjà sympa. C'est là où tu vois que c'est intéressant parce que le jeu a quand même de la bouteille. Tu vois, t'es pas sur un jeu où tu vas avoir 3 unités, t'as fait le tour. Là, quelle que soit la faction que tu choisisses, il y a quand même pas mal de choses. Est-ce que Collectif de l'ombre c'est beaucoup joué ? Moi, je viens de m'y mettre en fait, donc au Collectif de l'ombre et c'est très très marrant à jouer. C'est très différent comme gameplay et c'est très difficile.
Pour l'instant, c'est pas très concluant pour mes performances, mais c'est pas très joué parce que ça souffre en ce moment d'une réputation de faction pas assez forte pour la version 2.6. Alors le champion de France, on en parlait tout à l'heure, a montré à tout le monde à l'Open de Calais récemment en gagnant toutes ses parties avec, que c'était peut-être pas si Si mauvais que ça, ouais. dégueulasse que ça. Pour autant, effectivement, ça a pas eu le up qu'ont eu certaines factions avec les nouvelles cartes et les nouvelles mises à jour. Mais peut-être que ce up est pas nécessaire pour le collectif de Londres. Par contre, il y a de nouvelles unités qui sont annoncées et on l'a évoqué du bout des lèvres tout à l'heure, mais la mise à jour de points qui vient d'être annoncée va donner un petit peu de souffle en plus au collectif, puisque cette fois ils en ont bénéficié. Et bien sûr, pour les joueurs qui ont déjà pas mal de figurines, il y a des nouveautés, hein, donc c'est pas juste on reprend les anciens trucs, on réchauffe, on change la boîte. Il y a vraiment des nouvelles sculptures, des nouvelles unités, et certaines qu'on attendait justement depuis pas mal de temps. Hein. Là, actuellement, sur cette roadmap, on se situe au Q2 2025. Donc ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Les resculptures des scouts, des storms, etc. Donc ça, c'est pas des nouveautés. Par contre, à partir du Q3, Q4, là, on va commencer à avoir des trucs bien fun, notamment les agents customisables. Donc on en parlait tout à l'heure. Voilà, ça sort là d'ici la fin de l'année 2025. Il y a aussi des resculptures on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais de tous les héros. Et ça va sortir sous forme de pack. Donc là, notamment, on voit le Heroes of the Rebellion, donc un pack avec les héros rebelles, donc Luke, Han Solo, Leia, etc. Ça sort Avant, c'était un perso par boîte. Bon, bah là, il faut un pack avec l'ensemble. Il y aura la même chose du côté Empire avec Virce. Il y a aussi un pack prévu avec l'Amiral Throne, avec le directeur Krennic. En plus, chaque nouveau personnage comme ça va être fourni avec des cartes de commandement. Donc les cartes de commandement, c'est aussi une spécificité du jeu qui apporte beaucoup de petits tricks et de petites mécaniques qui sont très sympas et qui donnent un peu du piment au jeu et un peu d'imprévisibilité parce que on choisit une carte face cachée au début de chaque tour et on sait jamais trop ce que l'adversaire, on peut deviner plus ou moins, mais on peut toujours avoir des surprises. Donc tous ces nouveaux persos vont arriver avec des nouvelles cartes, donc ça va aussi apporter de la nouveauté. On a au Q4 la fameuse roue de Grievous. Voilà. Grievous sur sa roue, voilà. Donc ça arrive à la fin de l'année. Je pense que ça va être galère à monter, mais je pense que ça va être cool comme unité. Ouais, c'est clair que ça sera peut-être probablement plus facile. Et il va être suivi de ces gardes du corps, d'ailleurs, sur roue également. Ouais, Magna Guard, sur la roue. Ouais. On n'a pas vu Obi-Wan sur les airs. Non, il n'a pas été annoncé. Ils ont annoncé Luke et Han Solo sur Tauntaun. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a en héros monté, on va dire. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas Obi-Wan. Si t'as Grievous et sa moto, c'est quand même bizarre de ne pas avoir Obi-Wan et son lézard, quoi. Ils se le gardent, à mon avis, sous le coude, parce que là, ils ont déjà quand même annoncé beaucoup de choses. Il y a les droïdes sondes aussi impériales. Ça, c'est quasiment depuis le début du jeu. J'étais étonné qu'on les ait pas encore vus. Bon, bah voilà, ça arrive enfin. C'est vrai que moi, c'est pareil. Okay. Moi, je disais, mais pourquoi ils font pas ça? Parce qu'en fait, moi, je jouais à Assaut sur l'Empire aussi avant. Et en fait, je les avais. Et tu disais, c'est bizarre qu'on n'ait pas des droïdes sondes, en fait. Mais... Ouais, quand ils ont sorti les sondes de Maul, quand Dark Maul est sorti avec ses sondes, il y a eu la nouvelle mécanique des pions observation. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est l'occasion de sortir les sondes impériales. Bon, c'est jamais arrivé. Et là, ça y est, c'est fait. On va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On va avoir beaucoup de choses à raconter lors des fréquences Légion. Tant mieux, c'est le but. Hein. Bah oui. On note fin de premier trimestre 2026, le Battle Pack 2. Et ça, c'est voilà, on en parlait tout à l'heure. En fait, et voilà, ils ont prévu de renouveler les objectifs. Alors, est-ce que ça prendra la forme d'objectifs qui remplacent la première vague? Est-ce que ils seront en plus? Est-ce que pour les tournois, il y aura une saisonnalité? Tout ça, c'est des informations qu'on n'a pas. Ce qui est certain, c'est que le jeu va continuer à se renouveler en nous offrant des nouvelles possibilités de scénario. Donc, potentiellement,
nous obliger à avoir une nouvelle manière de réfléchir certaines listes pour pouvoir répondre aux exigences de certains scénars, ce que feraient peut-être pas nos listes actuelles. Et ça, c'est super chouette puisque on va avoir un jeu hyper dynamique. Alors, on sera peut-être pas sur la saisonnalité d'un Age of Sigmar ou d'un Warhammer 40 000 avec un manuel du général, je crois que ça s'appelle, Oui. qui sort tous les ans ou tous les 6 mois. Je sais plus trop parce que j'ai lâché. C'est une fois par an, en fait. T'as une saison d'un an. Voilà. Mais est-ce que ce sera le même principe ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce dynamisme qu'on va avoir et ça, je trouve ça hyper engageant en fait. Mais carrément, moi je suis d'accord aussi. C'est vrai que quand t'as à chaque fois, parce que bon, il y a toujours des tentations pour d'autres jeux qui peuvent être aussi bien. Même si on reste sur Star Wars, des fois tu fais du Shatterpoint à la place et le fait que t'aies une nouvelle saison, bon, en général, ça ça rallume un peu la flamme où t'as au moins envie de tester les nouvelles missions et puis. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt positif et puis ça évite aussi de stagner peut-être sur des compositions qui seraient un peu plus efficaces toujours pour les mêmes scénars. Là ça t'oblige à réfléchir un peu, ce qui est toujours pas mal. Puis il y a aussi une nouvelle sortie pour le collectif de l'ombre, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi, qui sera dispo dans d'autres factions, mais il y a les pirates qui accompagnent Hondo. Ouais. Alors ce qui sera un petit peu bizarre je crois, c'est qu'ils ont annoncé que Hondo ne serait pas jouable en collectif, mais les pirates le seront, et ils ont également annoncé un gros véhicule, le WLO 5 Speeder Tank, qui sera pour le collectif avec les pirates logiquement. Oui. Donc, le collectif qui est pas vraiment une faction parce que c'est plus une Battle Force qu'autre chose, mais ça reste quand même une faction officielle. Enfin, officiellement non, mais du coup là on sent qu'il y a quand même aussi des sorties pour le collectif. Donc les joueurs collectifs qui soufflent un peu, qui se disent ok, ils pensent à nous et on est toujours là dans l'esprit d'AMG. Donc ça aussi rassure ces joueurs là qui jouent ça parce qu'ils aiment bien jouer des Mando, des Pike, un peu tout. Ils sont rassurés quoi. Il y a aussi la sortie des packs de cartes qui vont arriver, qui vont permettre en fait de jouer toutes ces anciennes figurines. On n'est pas forcément obligé de racheter toutes les nouveautés. Voire même de se lancer vraiment en fait. Parce que je sais que moi, typiquement, je pense que ça c'est quelque chose que peut-être vous avez vécu. Vous non, mais vous qui regardez. À mon asso, on s'est dit tiens la V2 elle sort, c'est cool et tout. Puis après on s'est dit ah c'est sympa. On a fait une partie, j'ai vraiment vécu. On a fait notre partie, c'était cool. Puis après on s'est dit bon ok on est chaud, il n'y a plus qu'à attendre les cartes. Et en fait on n'a pas refait de partie. Tant qu'on n'a pas les cartes. Et en fait, j'en parlais avec Martin de votre asso, il y a cette fausse excuse, mais qui est quand même là de se dire, on est des grosses feignasses, et même si tout est gratuit et téléchargeable, t'attends quand même d'avoir ta carte physique, d'avoir acheté ton petit paquet de cartes pour dire, allez, vas-y, on y va. Et en fait, c'est fou que tu t'arrêtes à ça, mais en fait, moi, je l'ai vécu à l'asso, je le vis moi-même, et je me dis, j'attends un petit peu avant de m'y remettre, d'avoir ce truc physique, en fait, qui existe. Donc, c'était marrant, parce que ça faisait écho aussi à des conversations sur, est-ce que les jeux c'est bien quand il n'y a que du physique ou alors que du dématérialisé ou est-ce qu'il faut les deux? Moi du coup je pense que ça répond à la question, c'est qu'il faut les deux parce que quand c'est pas gratuit en ligne on dit attends c'est abusé quand même, mais quand ça l'est qu'il n'y a pas la côté physique on n'y va pas quoi, donc bon voilà. C'est vrai qu'il y avait quand même un côté rébarbatif, le print and play c'est bien parce que tout de suite on pouvait essayer les nouveaux profils avec la nouvelle version, mais ça faisait je ne sais pas combien de cartes à découper, à coller. T'as tes feuilles où du coup tu te casses même pas la tête, mais t'as tes feuilles papier qui traînent comme ça, c'est pas esthétique, c'est pas beau, c'est pas propre. Et du coup ils ont annoncé que dans les packs il y aurait l'intégralité des choix possibles, sauf pour les troupes de base, où on peut monter à 6, là ils ont limité à 3. Donc genre dans les Stormtroopers par exemple, il y aura 3 cartes de Stormtroopers dans le pack, sachant qu'on peut en jouer 6, mais bon 3 c'est les joueurs CSI qui pleurent, avec les B1. ouais, mais bon à la limite là celles-là les dernières qui te manquent tu peux les découper tu les as en anglais de toute façon au pire. Tu les as en anglais t'auras la même carte en français et en anglais, donc du coup t'auras 3 français, 3 anglais, tu peux en jouer 6 quand même. Après moi je faisais le feignant parce que j'avais une carte pour 3 unités en fait. Il y avait juste, tu vois, si c'était les mêmes équipements, tu fais. Peu importe en fait, parce que moi je mettais les tokens sur la table, donc jusqu'à présent, c'est surtout adressé aux gens qui découvriraient peut-être Star Wars Légion, qui ont envie de revenir, mais Fréquence Légion, c'est aussi une émission qui se veut orientée vers les gens qui jouent déjà, et puis essayer d'explorer un petit peu les mécanismes de jeu. Et justement, on a eu une mise à jour qui vient juste de tomber. Donc bien sûr, vous pouvez la trouver, vous trouvez les liens sur le Discord francophone, j'en mettrai les liens dans la vidéo
vidéo, et puis bien sûr c'est gratuit en téléchargement, hein, heureusement. Donc c'est une errata référence, et comme on disait tout à l'heure, ça permet comme ça de faire changer un petit peu les choses. Alors elle est valable à partir du 16 juin, et on va faire repasser un petit peu chacun les factions. Alors on commence dans l'ordre avec les Rebelle Alliance. Pas vraiment de surprise au niveau de ces changements de points. On parlait tout à l'heure un petit peu de la méta, etc. Donc quand tu regardes un peu ce qui se passe sur la scène compétitive, sur les tournois, il y a des unités qui sont globalement surreprésentées, et puis d'autres qu'on voit pour ainsi dire jamais. Donc là, cette modif de points fait que ça va un petit peu contrebalancer ça. Donc le truc qui était fort joué en ce moment en rebelle, c'était la nouvelle unité, la cellule dormante, qui est une unité vraiment créée par AMG. Bon, il se trouvait qu'elle était quand même effectivement pas mal OP, donc là elle prend quelques points. 12 points avec l'amélioration de l'astromech, ce qui est pour moi justifié, c'est pas déconnant. À l'inverse, les vétérans, on les voyait quasiment plus. Le gros défaut des vétérans et de la plupart des unités qui ont gagné un petit mot-clé de déploiement, c'est qu'ils n'avaient plus que 1 en vitesse de déplacement. Donc il y a 3 vitesses dans le jeu, il y a vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, la vitesse 1, donc la plus faible. C'est quand même assez handicapant dans un jeu justement où, dans cette nouvelle version, qui demande de la mobilité, d'aller de l'avant, de la courte portée. Donc là pour les vétérans il y a une baisse. Même chose pour les Mandaloriens. C'est une unité qui est emblématique. En plus il y a plein de joueurs qui rêveraient de jouer des armées full Mando. Malheureusement en termes de jeu c'est pas fort. Enfin c'est un peu compliqué. Donc là la baisse de points je pense qu'elle est bienvenue pour ça aussi. Sabine, c'est pareil, c'est pas déconnant. Un gros drop de 30 points là avec son sabre. Ça permettra de la revoir et notamment il y a une petite combo qui se fait avec Ahsoka Tano en rebelle. Donc les deux qui baissent, ça fait 60 points de réduction, mine de rien, pour le duo. Ouais, c'est carrément pas 60 points, là, tu commences à dire, tu mets une unité en plus, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, même 72 points en fait, parce que si t'imagines que tu joues à Ahsoka Sabine, potentiellement t'as envie de jouer des Mandaloriens avec, peut-être 2 unités de Mandaloriens et le clan Vren, et du coup c'est une baisse de 72 points. Je pense qu'il y a une volonté de rendre les Mandaloriens jouables en fait là. Exactement. Pour l'Empire, on le disait tout à l'heure, au niveau de la méta, ils sont un petit peu plutôt en bas de tableau en ce moment. Donc là, du coup, on a que des diminutions, ce qui est pas étonnant. Donc pour revoir des unités qu'on ne voit pas du tout, les Deaths, on les voyait plus trop. Les Short Troopers, pareil. C'est le même souci que les vétérans rebelles que je parlais tout à l'heure. C'est leur vitesse 1 qui pose problème. Ouais. Donc du coup là, avec la baisse de points, ça redevient à peu près intéressant. La fameuse escouade anti-émeute, donc là pour le coup, ça c'est deuxième création d'AMG qui est sortie en parallèle de la cellule dormante. Mais autant la cellule dormante pour les rebelles est réussie, autant l'escouade anti-émeute, c'est un loupé total de A à Z. Il y a vraiment rien qui va dans cette unité, à part les sculptures des figurines qui sont très réussies avec les droïdes de sécurité, mais en termes de jeu, même en casu, c'est très compliqué. Là, cette baisse de points, elle est vraiment bienvenue. À voir si ça va vraiment quand même les faire revenir sur la table. En termes de points purs, j'y crois pas trop. Par contre, on verra ça tout à l'heure, mais ils ont aussi sorti un nouveau pack de cartes. Et il y a une petite amélioration qui peut potentiellement les rendre carrément jouables. Donc ils ont bien rectifié le tir. Et puis les squads donc la Stormtrooper Squad, c'est ce qui permet de doubler les effectifs d'une unité. Avant, on était à maximum 6 figurines dans une unité quand tu mettais toutes les options. Là, avec la squad, tu peux passer à 10 ou 11 figurines. Pour revenir dessus, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est quelque chose qui a été majoritairement adopté, de faire des grosses escouades, ou alors ça dépend vraiment des joueurs, où il n'y a pas de règles. En France, pas tellement en fait, parce que ça a été testé au début, à la sortie, parce qu'on trouvait ça marrant. Après, on s'est rendu compte qu'entre une grosse unité de 10 figurines ou 2 de 5, en termes de jeu, tu vois, de nombre d'activations et tout, c'est peut-être plus sympa, enfin c'est plus intéressant d'avoir 2 unités de 5. Déjà, tu as 4 actions au lieu de 2. En ayant deux unités. Alors certes, ça t'apporte quand même des petits bonus de jouer une escouade comme ça, mais c'est pas quelque chose qui se joue beaucoup.
en France, sauf que justement là il y a eu il y a eu le WTC en Angleterre. On a d'ailleurs 3 équipes françaises qui sont allées représenter nos couleurs. Et il y a une nouvelle liste, alors pas Empire, mais en République qui a popé, où le mec ne jouait que 6 activations. Ce qui est extrêmement peu dans un jeu où actuellement on en jouait plutôt 10, 11, 12. Ouais. Et en fait, donc c'est en République. Il jouait Anakin Rex, la Bad Batch et 3 grosses unités de clones, mais boostées Au max. aux hormones, quoi. Avec notamment la nouvelle Ahsoka, le capitaine dans une autre unité, Fives aussi. Et Rex, je crois, et pour la- Five dans la troisième, ouais. et Fives, voilà. Ouais, Et donc, on était vraiment sceptiques parce qu'on s'est dit que 6 unités, c'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, c'est des unités tellement létales, ça balance pas des sauts de dés, hein, on n'est pas non plus, c'est pas les orques de 40k, mais à l'échelle de Légion, ben ça C'est bien ça conséquent. envoie du pâté. Ouais. Quoi. Ça envoie du pâté. Mais voilà, pour Rebelle et Empire, je trouve que les changements sont plutôt bienvenus. Et pour les prochains tournois, là, je pense que ça va un petit peu rebattre les cartes, en tout cas. Bah, en fait, c'est pareil, je dirais rien de surprenant en termes des changements de point de la République. Alors, les joueurs République dont je fais partie vont encore râler pour la énième hausse de points des Arc Troopers qui reprennent encore 6 points. C'est-à-dire qu'en fait, à la nouvelle version, au début de nouvelle version, il coûtait que 58 points, 58 je crois. Enfin bref, ils ont. Et tu dis c'était toi-même vraiment. que, tu vois, c'était que. Voilà. Ouais, c'est que, c'est pas cher. Enfin, il aurait même coûté moins. Mais C'est un scandale. C'est un scandale. non, très honnêtement, en étant plutôt objectif, c'était vraiment un scandale parce que c'est une unité qui est plus qu'adaptée à la nouvelle version. C'est une unité dynamique qui se projette bien, qui est assez létale, qui vraiment fait le café en termes de sa nouvelle version. Donc elle avait pris des coups en points, ça avait déjà râlé au mois de novembre. Là, elle reprend 6 points. Je pense que ça va encore râler, mais pour le coup, c'est justifié parce qu'en fait, c'est une unité qu'on voit dans toutes les listes République. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand tu commences ta liste d'armées en République, tu dis, bah, je mets 2 unités d'arc, et puis je vois si j'en mets 3, et si je joue une Battle Force, je peux peut-être en mettre 4, tu vois. Donc c'est pour te dire que, bon, c'est justifié. On voit dans ces mêmes Arc Troopers qu'ils ont descendu Echo, qui pour le coup était vraiment beaucoup trop cher pour une seule figurine qui coûtait 52 points. Alors ça a 2 points de vie, c'est sûr, mais c'était beaucoup trop cher. Là, ils l'ont descendu à 46. Est-ce qu'on la verra plus? Je suis pas persuadé, ça reste vraiment cher. C'est vraiment une figurine qui fait le café. Hein. Ça tire loin, ça tire à portée 5, c'est 2 dés rouges, ça a des pions. Mais pour moi, ça reste encore un peu cher pour le coup en point. Ensuite, la ligne du dessous, bah, on voit en fait l'ATRT. Alors, l'ATRT de base, contrairement au Rebelle, lui, il bouge pas, il restera à 60 points. Par contre, en fait, ils ont unifié les coups en point des améliorations. C'est-à-dire que maintenant, les 3 améliorations d'armes de l'ATRT vont coûter 15 points. C'est-à-dire que le canon laser qui coûtait moins cher, qui était à 10 points, est passé à 15 points. C'est-à-dire qu'il permet de tirer loin, d'avoir de l'impact. Donc, sur les unités armurées, c'était assez sympa. Le Rotary Blaster, donc on appelle la Ratata, c'était envoyé T5 des noirs. Bah, c'était 20 points, c'était vraiment beaucoup trop cher. Là, c'est descendu à 15. Est-ce qu'on le verra? Peut-être. Et la troisième amélioration qu'on voit pas, qui est le lance-flamme, qui vaut aussi 15 points du coup. Il y a eu une tentative de le jouer pour contrer les grosses squads justement, parce que plus t'as de figurines dans l'unité contre laquelle tu attaques, plus tu envoies de dés. C'était quand même pareil un peu cher, donc là comme tout est à 15 points, est-ce qu'on va les jouer sans équipement? Est-ce qu'on va garder le canon laser? Est-ce qu'on va jouer autre chose? Ça c'est les mois à venir qui vont nous le dire. Moi pour ma part je continuerai à jouer avec le canon laser parce que c'est une unité que t'as pas forcément envie d'avancer, qui peut garder tes objectifs chez toi, donc pour moi c'est justifié, c'est au moins tu poses plus la question de dire bah j'ai que 10 points, je mets le canon laser, voilà, tout est à 15 points, tu te poses plus la question. Et ensuite, bah, en dessous, on voit qu'il y a que du vert, donc que du vert, alors justifié pour tout. Non. La dernière ligne, peut-être certains diront non, je vois Poups qui dit non, mais ça reste quand même ok. Le Bark Speeder, en fait, qui était devenu dans cette nouvelle version totalement absent. C'est-à-dire que c'était autant, on le jouait beaucoup avant sans équipement, c'était vraiment une unité peu chère, qui faisait assez mobile, qui prenait des objectifs, qui prenait un revers, qui faisait des trucs sympas. Et avec cette nouvelle version, c'était devenu une unité beaucoup trop fragile. Donc on le voyait plus du tout. Et là, non seulement il y a une baisse de coups en points sur l'unité de base, donc qui devient à 59 points à poil une unité correcte, hein, c'est peu cher pour une faction comme la République, et tous ces équipements qui ont baissé de 4 ou 3 points. Je dirais que une baisse en points c'est jamais négatif, hein, donc ça va être testé, je sais pas si ça arrivera à détrôner de certains autres trucs, mais
c'est prenable et on en reverra plus, ça c'est sûr qu'avant, vu qu'on n'en voyait pas. Donc entre rien et en voir un ou deux, bah, ce sera toujours plus, mais vraiment, on apprécie ça. Quoi. La ligne suivante, bah, moi, c'est une ligne personnellement qui, en tant que joueur de Cody, me fait plaisir, parce que c'est un commandant qui était en fait la carte. Sa carte est très bien, l'unité de base est plutôt bien, c'est un commandant assez bien, mais ses cartes de commandement, il faut pas se le leurrer, c'est vraiment pas terrible. Donc à 105 points, c'était vraiment Trop cher. trop cher. Fallait vraiment aimer la figurine pour la jouer. Donc là, ça perd 10 points. Si on a envie de jouer des véhicules dans une liste, c'est quand même un bon support pour les véhicules avec ses cartes de commandement et son profil. Donc ça va avec le fait que les Bark Speeder baissent en points, la latte en dessous baisse en points. On est cohérent avec le fait que les véhicules baissent en points. Le commandant, entre guillemets, dédié aux véhicules baisse en points aussi. Donc bah on prend. Hein. Puis 10 points, c'est une belle baisse. Ça peut compenser l'augmentation des arcs, par exemple, aussi, ou des ATRT. Quoi. Donc la latte qui baisse justement, c'est en fait 10 points de moins. C'est une unité qui peut transporter des Arc Troopers, comme on en a parlé avant, ou des unités de base, pour avoir encore une meilleure projection sur la table. Donc pareil, une petite baisse de 10 points, on prend. Hein, tout ce qui est bête. On les verra un peu plus, on les verra pas, on va pas avoir des tables spammées de latte non plus, mais je pense qu'on en reverra un petit peu plus. Il y a des joueurs qui aiment bien la latte. Je fais un petit coucou à RedGB du Discord qui aime bien cette unité, qui va peut-être pouvoir plus la jouer à son grand plaisir. Ensuite en dessous, alors surprise oui et non, c'est Padmé qui baisse. C'était une unité qui était beaucoup jouée, c'est beaucoup dire, mais qui était plutôt pas mal jouée à la version d'avant. Et avec la nouvelle version qui était plus du tout jouée, qu'on voyait quasi plus sur les tables parce qu'elle avait subi des nerfs de ses mots-clés et compagnie. Donc là, elle rebaisse en points, elle passe à 52 points, ce qu'en fait l'unité la moins chère en République, faut se le dire. Pareil, je suis pas sûr qu'on va l'avoir beaucoup sur les tables, on en verra. Parce qu'il y a des amoureux de la figurine, on pourra jouer pour le fluff Anakin Padmé dans la même liste. Donc voilà, les amateurs de fluff pourront jouer ce duo iconique. Après, on la verra un peu plus, mais on la verra pas des masses plus que ça. Par contre, la dernière ligne qui va faire hérisser le peu de cheveux de Poups, c'est Yoda. Yoda qui perd 20 points. Alors, qui perd 20 points, certains diront que c'est justifié comme moi, d'autres comme Poups diront que non. C'est justifié dans le sens où Yoda, en fait, a vu un nerf de son mot-clé conseil, guidance en anglais, qui permettait en gros de faire à peu près tout et n'importe quoi à une unité hors de son tour. Il y avait eu un nerf du mot-clé pour dire que tu pouvais plus faire attaquer avec ce mot-clé en gros. Ça a été nerfé, il n'y avait pas eu de baisse de coût en points, c'était un peu une incompréhension. Là il perd 20 points. Pour moi ça paraît logique. Il a perdu un petit peu de sa super. Poups c'est pas d'accord, mais il sera jamais d'accord. Ça reste un très bon commandant. Ça reste un très bon commandant. S'il y a des petits tricks pour le coup, il y a encore quelques petits tricks sur ce personnage à jouer. Je pense, à mon sens, que la coût en points elle est bienvenue. C'est peut-être un peu beaucoup, 20 points, en étant honnête. Peut-être que 10, ça aurait été plus justifié. Mais pour moi, la baisse de coût en points est plutôt justifiée. Donc voilà, je ne sais pas ce que la mauvaise foi de Poups va dire là-dessus, mais je vais le laisser peut-être débattre là-dessus de son point de vue de jouer contre. Quoi. Le coût en points me fait bizarre. C'est-à-dire qu'on a Yoda là qui, si je me gourre pas, est moins cher que Dooku, qui est le même prix que Maul collectif. Yoda me semble pas vraiment au-dessus, beaucoup en dessous de Dooku, même s'il a pas tout à fait le même usage, ça, je dis pas le contraire. Et il n'est pas comparable Maul collectif. Le Maul du collectif de l'ombre, qui est pas tout à fait le même que le Maul des séparatistes. Pour moi, ils sont pas comparables l'un et l'autre en termes d'impact sur le jeu. On a je veux dire, Yoda, on a un personnage qui est maître de la Force 2, qui peut faire Jedi Mind Trick, donc mettre de la suppression sur une de ses pipes 2 fois dans le tour, donc mettre 4 suppressions. Plus son attaque vague de force sur un jeu où si tu paniques, tu tiens plus les objectifs. Enfin, il me semble extrêmement fort. Et en fait, c'est pas tant sa baisse en points à lui qui me fait bizarre que son coût en points, du coup, comparativement à d'autres personnages comme Dooku ou Maul collectif. Ça me semble Tu penses que quand il est sorti, il valait 220 points à une époque où le jeu était à 800 points en plus. C'est vrai que là, le drop, il est quand même assez violent. Après, je pense que ça s'inscrit aussi dans le fait qu'on le voyait plus beaucoup. On le voyait moins qu'avant. Je dis pas qu'on le voyait plus beaucoup, mais on le voyait beaucoup moins qu'avant. Donc, comme on le voyait moins qu'avant, peut-être que dans les statistiques d'AMG, ça a dit, on voit moins, on a envie de plus le voir. On baisse le coût en points pour plus le voir par rapport à un Anakin qui est sur-spammé en République parce que c'est clairement la meilleure pièce de la République. Donc, je pense qu'ils l'ont baissé en coût en points pour tenter de le revoir un peu plus.
Ce qui donne déjà des Probablement. sueurs froides à pouce, mais ça c'est Non, autre chose. bah, c'est-à-dire que moi je me le suis mangé 2 fois, il y a pas moins de 3 semaines maintenant, à peine 3 semaines puisque à l'Open du Nord, à Lille, une fois dans une Battle Force, Wooty et une fois dans une Sisacti, République et franchement, ils faisaient le café déjà pour ce Ah prix-là. oui, oui, oui. Mais Yoda, il a toujours Ah fait le oui, non, café. mais Hein. Moi, de mes dernières euh, parties que je me rappelle, qui étaient déjà il y a longtemps, Yoda, il faisait le café, il servait des petits fours, il nettoyait la table. Et il te massait les donc pieds. c'est Ouais. mais voilà, il te laissait une pièce en repartant, quoi. Qui baisse en prix me choque pas en soi. Par contre, c'est comparativement à d'autres unités, je trouve ça discutable. Voilà. Mm. Mais tant mieux pour les joueurs République et ça fait du défi pour leurs adversaires, c'est très bien. Mais Après, il est pas facile à jouer, hein, Yoda non plus. Hein. Faut pas. Ah C'est pas non, une pièce, c'est pas. Il y a quand même une certaine technicité à avoir avec la figurine, plus qu'avec d'autres en République, en étant très honnête, quoi. on est tout à fait d'accord, ça, y a pas de doute là-dessus. C'est pas no brain, ça c'est sûr. Mais quand tu joues contre un adversaire qui est pas no brain, bah il Ouais. fait peur. Mais ça, Voilà. c'est quelque chose qui est difficile à paramétrer hein, quand tu es concepteur. Hein. C'est que tu vas créer quelque Oui. chose et il faut que tu parles et au gars qui va jouer genre le lore, donc avec il prend les personnages qu'il aime bien et point barre. Et il faut que ça soit globalement équilibré. Et avec le gars qui va aller chercher le combo, et il faut que pour lui aussi ce soit équilibré en fait. Donc Ouais, tout à fait. c'est Et AMG c'est a très en dur. plus la contrainte d'avoir Disney dans le dos. Donc ils doivent en plus respecter le fleuve du personnage. Enfin, il faut que le profil soit fidèle au personnage. Et donc réussir à combiner tout ça, c'est en tant que concepteur de jeu, c'est quand même pas évident. Hein. Non, c'est pas évident, ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les changements, ils sont faits juste sur la statistique de c'est joué, c'est pas c'est joué, ou qu'il y a une réflexion qui est plus profonde vraiment en termes de règles et en disant tiens, il y a cette interaction-là, on n'a plus envie qu'elle soit là, ou au contraire, on veut la pousser Je pense qu'il y a une réflexion sur les interactions et sur la présence dans les listes, mais je pense que cette analyse des interactions et de la présence dans des listes, elle se fait sur les listes, sur la méta américaine. Mhm. Et aux États-Unis, ils jouent pas comme nous. Leurs Ouais. tables sont pas tout à fait pareilles, elles sont un peu moins. Enfin, ça tend ça tend à se lisser cette différence, mais on avait des tables beaucoup moins. Beaucoup moins. Vous me dites si je dis une connerie, hein, selon vous, là. Mais des tables beaucoup moins fournies et un style de jeu un peu différent. Et donc je pense qu'il se base surtout sur cette méta américaine, qui est pas forcément représentatif de l'état du jeu en France, parce qu'on Mhm. joue pas forcément de la même manière et pas sur les mêmes tables. Ouais, puis après, bah, on parlait de Yoda, justement. Yoda, on voit qu'ils l'ont descendu en fait en 2 fois. Ils ont nerfé son mot-clé, donc le conseil que j'expliquais tout à l'heure. Et ils sont peut-être aperçus, alors pareil, vis-à-vis de la méta américaine ou des statistiques de tournois avec les tournois, parce que maintenant, comme il y a des sites en ligne où on peut organiser des tournois et tout, c'est beaucoup plus facile d'avoir des statistiques. Bah, se dire que le nerf de Yoda a peut-être été trop important et qu'on le voyait plus du tout, n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est lié à son changement de règle ou changement du moteur de, enfin des règles et tout, on sait pas trop. Mais du coup, ils se sont dit, bah, on le voyait moins, le mot-clé a été nerfé, on va peut-être pas le remettre comme avant parce que ça fait vraiment des aberrations sur table qui peuvent presque dégoûter de jouer contre hein, en étant honnête. Donc ils se sont dit bah on y a peut-être été un peu trop fort avec le nerf hammer, bah on va lui redonner une petite baisse en points. Ouais. Voilà, là maintenant effectivement à 150 points c'est une très belle option quoi. Cadeau. Ouais. Oui, bon, on va voir la Alors. République. Mais... Bon, Alors, les séparatistes. Hein. sur l'augmentation des droïdes DK, je trouve ça chouette. Ça m'arrange pas, mais je trouve ça chouette parce que en ce moment, je trouve qu'on voit beaucoup de listes quasiment identiques qui alignent 3 droïdes DK et ça va, je pense, permettre de casser un petit peu ce côté un peu uniforme des listes. Et pour ça, pour le jeu lui-même, je trouve ça intéressant. Non, moi, ce qui m'attire l'œil, c'est la baisse de Podiol et de Sunfax sur les deux personnages. Donc, c'est les deux commandants et agents géonosiens qu'on voit très peu sur les tables. Et là, on a une baisse de 50 points si on prend les deux. Et j'avoue que à 80 points pièce, personnellement, quand je réfléchis des listes séparatistes, je les envisage jamais. Je les envisage jamais parce que c'est trop cher. 160 points pour deux personnages qui feront
pas la moitié du job d'un, par exemple d'un Maul ou d'un Doku pour le même prix. Donc un Maul avec un peu d'équipement ou d'un Doku à poil, c'est des unités que j'envisage pas et des builds que j'envisageais pas. À 55 points, je pense que ça va peut-être redonner un peu de peps au Geonosiens et ça c'est intéressant. Bon, c'est Après, pas basé que sur le look des figurines qui étaient moches alors. Non, parce que moi j'ai jamais eu envie de les jouer, tu vois, ni de les peindre, ni de les monter. La boîte, elle est... Après, ça augure peut-être aussi de la fameuse Battle Force geonosienne chère à Toto. Hein, on en parlait tout à l'heure de Toto, qui nous a leaké ça il y a 2 ans. On attend toujours Toto. Hein, quand tu nous regardes les vidéos, tu penseras à nous. Voilà, une baisse de coups en point. Les geonosiens, ça reste quand même une unité assez cool à jouer. Et on voyait les geonosiens, on voyait pas le commandant et l'agent. C'était un peu bizarre. Voilà, c'est une belle baisse. 25 points de moins sur chaque. C'est très grosse baisse, quoi. Ouais, c'est costaud. Ouais, c'est ça, vu qu'ils fonctionnent un peu ensemble, c'est un peu comme si tu avais une unité à 160 points qui baissait à 110. C'est intéressant. Je pense que ça va peut-être permettre de voir des listes intéressantes et un peu différentes apparaître. Après, sur les Staps, je sais pas si une baisse de 10 points fera qu'ils seront plus joués. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas joués, donc ça peut pas faire de mal d'avoir une baisse de 10 points. Moi, je trouve ça même encore un peu cher. C'est-à-dire que avoir un druide DK à 67 points et un stap à 70, je pense que les gens vont continuer à prendre du druide DK à 67. Et sur la baisse d'assage, je suis un peu sans opinion. Je sais pas si ça lui permettra vraiment de rentrer dans des listes dans lesquelles elle rentrait pas faute de points. Parce que 15 points, c'est pas une différence énorme. Pour compenser, parce qu'en fait, il y avait avec la sortie d'Ahsoka Commandant, il y a eu beaucoup de gens qui comparaient les deux, Ahsoka Commandant et Asajj, et qui disaient Ahsoka, elle vaut moins cher, elle fait beaucoup plus elle a beaucoup plus de mots-clés intéressants, elle fait plus le café que Asajj. Et là, en fait, ils ont harmonisé les deux, elles sont à 115 points, à peu de choses près, 110 points, je sais plus, Ahsoka. Et du coup, cette comparaison n'aura plus lieu d'être, et on rebaisse Ahsoka Asajj qui était devenu presque trop cher par rapport à certaines nouvelles sorties. Peut-être de se dire on réharmonise et on la remet au coût qu'elle devrait être. C'est intéressant Asajj, elle a vraiment une volée de mots-clés et tout, mais peut-être un peu cher et de se dire on réharmonise avec les nouvelles sorties. Quoi. Je suis pas sûr qu'elle soit comparable à Ahsoka. Tu parles d'Ahsoka République? Oui. Non, parce que c'est pas le même. Non, je parle de la République. En fait, on comparait Ahsoka République nouvellement sortie avec Asajj et on disait mais Ahsoka République elle est moins chère et elle fait presque plus le café entre guillemets qu'Asajj. C'est pas le même gameplay, c'est pas le même usage. Ahsoka République, pour l'exploiter, t'es obligé de vachement l'exposer. Pour l'exploiter pleinement, j'ai l'impression que t'es vachement obligé de l'exposer tôt. Et elle est fragile, elle tombe vite. Hein. Tu le sais, on a joué tous les deux et tu le sais du coup. mais voilà, c'est pas la première partie que je faisais contre elle et je sais pas si elles sont comparables. Bref, c'est à réfléchir là comme ça, brûle pour point. Après, c'est vrai que ça vient juste de sortir au moment où on retourne la vidéo, donc forcément, on n'a pas forcément de recul. Et par contre, sur les mercenaires, ça me parle. Donc ce qu'ils appellent mercenaires, pour ceux qui sont moins familiers des termes, c'est ce que nous on appelait le collectif de l'ombre depuis tout à l'heure en français. Et là les mercenaires, je trouve le baisse de points qui est fabuleux. C'est-à-dire que les super commandos mandaloriens, en fait, on leur rajoute un mot-clé. Pour 4 points, tu leur rajoutes précis 1, ou tu leur rajoutes Overwatch. Donc ça leur permet, Nico en parlait tout à l'heure, ou je crois c'était Nico du stand-by, donc le pion en attente, ça te permet de déclencher une action. Si on arrive à portée de toi avec Sentinelle, tu peux le faire à portée 3. Donc moi cette baisse de 4 points je la trouve nickel. Je pense qu'elle va permettre d'enrichir vachement les listes collectives et peut-être d'en voir plus, et les gens qui étaient un peu déçus de pas avoir vu le collectif vraiment évoluer avec la V2.6, de se régaler, parce que pour moi ça revient soit à rajouter un mot-clé à des Mandaloriens, soit si t'en joues si tu joues 4 super commandos, c'est le prix du fusil de guerre saxon, qui de mémoire est à 15 points et là tu gagnes 16 points. Et pareil sur les pikes, en fait, si tu as une liste dont tu es content et que tu veux rien changer, la baisse de points des pikes, 2 points, c'est tous leur donner comment c'est en français, l'équipement environnemental.
Ouais, équipement environnemental pour désigner les terrains difficiles. C'est-à-dire que là, virtuellement, t'as des commandos qui ont désormais gagné le mot précis. C'est un exemple, il y a plein d'autres choses à faire avec les 4 points, et des pikes qui maintenant ignorent les terrains difficiles. Et je pense que ça peut être vachement intéressant, et c'est un bon up, je pense, pour le collectif. Et puis la baisse du sabre noir à 0. Le sabre noir, pour ceux qui connaissent pas le collectif de l'ombre, non, on va présenter les choses autrement. Tout à l'heure, on parlait de contraintes de construction de liste. Donc, il faut au minimum un commandant. On peut avoir des agents. Il faut un minimum un certain nombre de troupes quand tu construis ton armée. Maul, dont le collectif de l'ombre, est un agent, donc il ne remplit pas le rôle de commandant. Et tu peux lui donner le sabre noir, ça lui donne le rang de commandant. Ça devient le général de ton armée. Et du coup, le sabre noir qui passe à 0, ça fait de Maul un commandant à 150 points. Tu vas lui rajouter des équipements, et c'est un prix intéressant. 10 points sur le collectif de gagner en jouant Maul commandant, qui est un peu cher si tu rajoutes les 10 points du sabre noir, sachant que tu vas lui mettre d'autres équipements par ailleurs. Je pense que c'est une mise à jour intéressante. Sur le fusil, le P13M Disruptor Soldier que vous voyez, c'est une arme spéciale des pikes. Ça, je n'ai pas d'opinion sur cette baisse de points là. Pour autant, le reste, je pense que c'est un bon up du collectif. Ouais, ça va être intéressant, et ça va peut-être leur permettre soit de dispatcher des points dans autre chose, soit de rajouter des mots-clés ou via des équipements à leur pack et à leur mandalorien. Et c'est un petit renouveau pour la faction qui est bienvenu compte tenu du ressenti des joueurs collectifs jusque-là. Là, fini tes parties au-delà du T4, Pouf, si on en reposera après. En même temps, s'il les gagne tour 4, ça va. C'est pas vraiment le cas, mais... Effectivement, en plus de ces changements de points qui ont été publiés aujourd'hui, petit pack d'amélioration. Donc il y a des améliorations qui sont génériques pour plusieurs factions. Il y en a certaines qui sont spécifiques à une faction, notamment l'Empire en fait. Il y a un petit truc qui m'a tout justement tapé dans l'œil, c'est la carte Marche Impériale, qui est une amélioration donc pour l'Empire forcément, que tu peux mettre uniquement sur les troupes de base. Tu peux l'équiper même si tu n'as pas le badge d'entraînement, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ça te permet, quand tu fais un deuxième déplacement, quand ta deuxième action, c'est aussi un déplacement, tu augmentes ta vitesse. Donc, potentiellement, arriver plus vite au corps à corps. Alors, en plus, si la carte, tu décides de la défausser, tu gagnes charge. Donc là, ça peut aussi peut-être être sympa, éventuellement, pour genre les Snowtroopers. Mais on pense surtout à la fameuse escouade qu'on parlait tout à l'heure, l'escouade anti-émeute. Ouais, quand même sur le papier un petit peu faiblarde, donc pouvoir améliorer sa vitesse de déplacement, ça va lui permettre d'arriver plus vite au contact, et donc d'être là où elle est censée être, c'est-à-dire très proche de quelque chose. Et d'essayer de faire plus ou moins quelque chose. Ouais. C'est pas miraculeux, mais c'est un petit boost qui, je pense, peut être bienvenu. En plus, comme ils ont baissé en points, hein, je dis pas de bêtises, oui, ils ont baissé en points. En fait, la baisse de 6 points que tu mets quand tu prends les squads, tu la compenses avec la carte et puis les injectes dans cette amélioration. Et puis voilà. Donc en fait, c'est ce que je disais, il disait qu'il toucherait pas au profil, qu'il toucherait qu'au point, mais après il y a ces petites cartes qui font que c'est quasiment comme si tu modifiais le profil de l'unité. Ça se voit parce que même si t'as pas l'icône, tu peux quand même la mettre. Donc c'est ça, vraiment voilà, la carte patch note à coller dessus, tu vois. Ouais. Il y en a une autre aussi que j'ai trouvé très sympa, vite fait à la lecture tout à l'heure, c'est celle qui est juste en dessous, le Dug In, donc le retranchement. Ils ont intégré un nouveau mot-clé dans le jeu avec la 2.6 qui est la position préparée. En fait, il y a certaines unités qui peuvent être déployées comme dans l'ancienne version, c'est-à-dire on les place vraiment sur le champ de bataille. Alors que dans les nouvelles règles, c'est le premier mouvement de l'unité, la première action, c'est un mouvement qui te fait rentrer sur le terrain. Quand ta position préparée, tu es directement sur le terrain. Sauf que, bon alors t'as un pion esquive, certes, mais le truc c'est que comme t'es déjà là, en fait, tu te prends littéralement le feu de tout ce qui arrive en face, puisque t'es déjà présent. Donc le mec en face, il rentre, s'il est à portée, il te tire dessus, à moins que t'aies réussi vraiment à te planquer, etc. Donc c'est très compliqué, du coup ces unités sont très peu jouées, les unités en position préparée sont très peu jouées à cause de ça.
Et il y a cette carte qui te dit qu'en fait, même chose, tu peux la choisir même si tu n'as pas l'unité, l'upgrade d'entraînement. Et ça te dit que tu lances des dés rouges au lieu des dés blancs pour tes jets de couvert. Et du coup, ça change absolument tout parce que, en gros, pour parler stats, quand tu es en couvert léger, tu lances les dés blancs de défense et tu retires des touches sur bouclier. C'est-à-dire, en gros, une chance sur 6. Si tu es à couvert lourd, tu as une chance sur 3. Deux chances sur 6. Ça, c'est avec les dés blancs. Quand tu passes aux dés rouges, tu passes en gros en 3+, ou en 4+. Ce qui te rend ton unité déjà beaucoup plus résistante que si tu ne l'avais pas, quoi. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour permettre de revoir éventuellement ces unités. Donc, il y a la baisse de points qu'on a vu tout à l'heure. Je pense notamment aux vétérans rebelles, aux short troopers, qui ont cette règle position préparée, mais qui du coup étaient très peu joués, en plus du fait qu'ils ont mouvement 1. Et bah du coup, grâce à ça, leur résistance, elle va être quand même nettement améliorée, parce que quand tu es en couvert lourd, sauvegarde 3+, c'est plus la même du coup. C'est cohérent en fait avec ce qu'AMG avait dit. Ils avaient dit quand ils avaient fait des annonces au mois d'avril qu'ils voulaient justement redonner du peps à certaines unités. Donc ils avaient parlé de la Riot Squad et ils avaient aussi parlé des unités avec la position préparée qui étaient peu jouées. Ils avaient dit on jette un œil dessus. Alors nous on s'attendait à avoir un truc, on n'a rien vu arriver en avril. On s'est dit on va attendre le mois de novembre. Et en fait là ils nous ont vraiment pris de court et agréablement surpris en étant assez hyper réactifs, en disant 3 mois après on sort, 2 mois après on sort un truc. On a entendu, on a réagi et nous ça rejoint ce qu'on disait en début, c'est que vraiment la MG on sent qu'ils suivent leur jeu de près, qu'ils ont envie de faire un truc avec et là ils sont réactifs, ils baissent en points, ils donnent des cartes d'amélioration spécifiques aux unités peu jouées. Les continuer en fait, on kiffe quoi, ça c'est vraiment c'est un bon indicateur positif. Ah ouais, vraiment. Oui, complètement. Très bonne surprise. Après, il y a une carte, j'ai l'impression qu'ils l'ont faite pour moi, ça m'a fait rigoler, c'est un nouveau pouvoir de force, la clairvoyance. Parce que quand tu joues justement Yoda, alors notamment à l'époque où il coûtait plus de 200 points, et que sur un malheureux jet de défense un peu pourri, parce que Yoda de base il a une sauvegarde en 3+, il lance les dés rouges en défense. Si tu te prends 4-5 touches et puis malheureusement tu fais vraiment un jet de dés foireux et tu perds tes 4 ou 5 points de vie comme ça la fout un peu mal. Et là ils nous ont sorti la clairvoyance qui est une carte, alors c'est un one shot, ça coûte quand même 10 points, c'est pas donné mais et c'est une carte qui te dit que quand tu la défausses, ça te permet de relancer l'intégralité de tes jets d'attaque ou de défense. Donc là je pense que c'est quand même vraiment plus pour la défense pour le coup. Et donc ça, pour éviter un gros fail sur un jet de défense crucial, je trouve ça plutôt sympa. Moi, je vais rigoler les fois où les mecs, il va rater 5 défenses, puis il fait je relance, puis il aura de 6, tu vois. Ouais. Oui, ça dire, t'es content d'avoir payé ta clairvoyance, hein, ça va encore plus frustrer le mec. Sur Yoda, t'as celle qui est juste au-dessus qui est dingue, surtout. La tranquillité. Tranquillité. Tu lances un dé pour égal à ton courage. Yoda, il est courage 4. Tu vas lancer 4 dés blancs pour retirer des suppressions. Tu peux lancer des dés rouges si tu décides de. Le tour où il peut utiliser ses pouvoirs de force 2 fois s'il recover entre les deux, là. Tu le vois, le truc où tu vas lancer 4 dés blancs et 4 dés rouges pour retirer des suppressions partout. C'est aigri, pouf, c'est aigri, là. Non, je suis pas aigri, je suis même plutôt ravi de voir des nouveaux pouvoirs de force parce que ça va renouveler un peu le jeu. Tout comme je suis assez ravi de voir les 2 cartes de la première page en haut à droite. Donc la première c'est Strike Team Leader où un agent va pouvoir donner entourage, gagner entourage en fait, je sais pas, ça peut gagner entourage BX, n'importe quel agent dans n'importe quelle autre faction. Et ça je trouve ça intéressant parce que ça personnalise la liste un peu dans l'esprit des commandants customisables. Et je pense qu'il va y avoir des trucs assez marrants à faire. Et celle qui est juste en dessous, le Trusted Agent, où tu as en fait un size initiative que tu donnes à ton commandant et qu'il déclenchera sur un agent en fait. Enfin, ça te permet d'avoir 2 size initiatives dans ta liste finalement. Et donc de pouvoir contrôler tes ordres sur un agent dont tu jouerais pas forcément les cartes, mais à qui tu voudrais donner un ordre. 2 fois, ce pack de cartes, je le trouve vachement intéressant en fait, en regardant rapidement comme ça.
Bah, puis il est cohérent avec les changements des coups en point, parce qu'en fait, on parlait de la première page, et même toutes les cartes en haut à gauche, le Strike and Fed, là, en fait, qui sont sur les unités Speeder X. Et en fait, dans les baisses de coups en point, bah, on parlait de la barque tout à l'heure, qui est un Speeder, baisse de coups en point, nouvelle carte d'entraînement, qu'on peut pareil équiper si on n'a pas le slot d'entraînement. On parlait des Staps, bah, pareil, on peut aussi l'équiper sur les Staps. Donc, donc c'est en fait, et puis c'est vraiment cohérent avec le truc, parce qu'on peut attaquer et tout de suite après on incline la carte et faire un mouvement, une action de mouvement quoi. Donc c'est vraiment. Effectivement, ouais. Mm. Et du coup, je pense qu'on peut conclure que Yoda s'est pété. Voilà. C'est repété. Ça l'était plus, ça le redevient. Regarde les nouveaux pouvoirs de force là. Oh, et les aquadroïdes, on en a pas parlé. Et bah, tout ça, on en parle le mois prochain. J'ai dit la semaine prochaine, mais le mois prochain. Donc voilà, comme on vous l'a dit en début d'émission, le but c'est d'essayer de vous proposer fréquence Légion tous les mois. Alors ça va dépendre en fait en fonction des sorties. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, parce qu'on va pas vous refaire le bilan à chaque fois, chaque mois. Alors, comment ça se passe Légion, où on en est du gameplay? Donc là, c'était vraiment parce que c'était la première émission. Moi, j'aimerais bien rajouter un petit peu des visus de figurines, des choses comme ça, faire des focus un peu plus prononcés vraiment sur des unités, voir comment on peut les sortir, quelles sont les cartes qui vont bien, faire vraiment le focus dessus. Donc on verra ça, écoutez, le mois prochain. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous encourager, hein, si vous aimez Star Wars Légion. N'hésitez vraiment pas à encourager aussi l'Iron Squad avec ses participants. On verra, on fera tourner aussi peut-être un peu les membres de l'assaut. Donc voilà, ça on verra en fonction des disponibilités de chacun. Mais voilà, en tout cas, merci à vous trois d'avoir été là. Merci à toi. De Merci. rien. Et puis on se retrouve d'ici un mois à peu près. Et puis n'hésitez pas à partager, à mettre des likes, ça fait toujours plaisir, des petits commentaires d'encouragement, que ce soit sur le Discord ou autre part. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci à vous trois les gars. Pensez à liker, vous abonner. Merci à toi. Salut. Et à bientôt. Salut. Allez, bye. À bientôt. Salut à tous. À la prochaine.